parle à des Français de France, eux, je peux leur raconter à peu près n'importe quoi, ça passe. Mais avec vous, je vais être obligé d'être beaucoup plus attentif à ce que je vais raconter, parce que sinon, vous allez me reprendre et ça va être un enfer. Donc, je vais faire attention. Faites attention. Voilà. Le thème de mon livre est en fait partie d'une idée assez simple. Je trouvais intéressante l'explosion dans les sondages de Donald Trump à partir du mois de juin et du mois de juillet 2015. Je ne pas le prendre, ce qui m'avait énormément vexé. Et donc je me suis dit que j'allais réfléchir parce que je pensais sincèrement que le phénomène Trump était un phénomène qui allait probablement se poursuivre. Et donc j'en ai fait un livre en expliquant pourquoi est-ce que Trump allait gagner la nomination à la primaire des Républicains. Et en fait, bien au-delà juste du problème de la problématique des personnes entre Trump et Clinton, essayer de comprendre en quoi cette campagne était passionnante. Et si je l'ai trouvée absolument passionnante, c'est en gros pour deux raisons. La première, c'est qu'elle m'a semblé extraordinairement européenne, et je vais m'efforcer de vous expliquer pourquoi. Parce que je trouve cette campagne est sans doute la campagne la plus européenne de toutes les campagnes auxquelles nous avons pu assister aux États-Unis au cours de ces dernières années, et même peut-être depuis le début. Et deuxièmement, parce que le profil des candidats, pas simplement des finalistes, mais le profil des candidats à la primaire, en tout cas les principaux candidats à la primaire, est également extraordinairement intéressant, dans le sens où il corrobore l'idée que cette campagne est une campagne très européenne, qu'on assiste à une européanisation de la campagne américaine. Je vais essayer aussi de vous expliquer, de mon point de vue, pourquoi est-ce qu'on a cette européanisation de la vie politique américaine. Donc Gérard m'a donné 3 heures. Je vais parler 3 heures, donc c'est ça. Voilà. Donc il m'a dit un petit quart d'heure. Et ensuite on entrera dans le jeu des questions-réponses avec un immense plaisir. Donc, cette campagne d'abord est à mon avis européenne dans son essence même par les thèmes de campagne qui sont utilisés. Je vais aller rapidement sur les thèmes qu'on connaît tous, pardon, qui sont les thèmes de campagne traditionnels que l'on rencontre dans les campagnes électorales américaines. Les discussions sur l'avortement, qui n'est plus un sujet européen, en gros, en tout cas Europe occidentale depuis le milieu des années 70. L'interaction entre le comportement dans sa vie privée et ce que ça peut avoir comme interaction dans sa vie publique. Autrement dit, si vous trompez votre conjoint, vous n'êtes pas, après en parler, en mesure de diriger un pays. Je vais parler aussi du port d'armes, de la manière dont on va ajuster l'impôt, à quel niveau on va l'ajuster. Donc toutes ces thématiques, ce sont les thématiques traditionnelles que l'on a évidemment vues au cours de cette campagne, mais relativement moins que ce que l'on voyait d'habitude. Et qu'est-ce que l'on a eu à la place? Eh bien, on a eu une critique de l'immigration. L'immigration de manière extrêmement forte, portée par évidemment Donald Trump, mais également par Ted Cruz. Alors certes, on a toujours parlé immigration dans les campagnes électorales américaines, en particulier du côté des républicains. Mais on parlait davantage de régulation de l'immigration, de limitation de l'immigration, mais certainement pas de remise en cause essentielle ou essentialiste du principe même de l'immigration comme fondement de la société américaine et du fait que tout migrant, en une génération, voire en moins d'une génération, devient un Américain. Premier thème. Deuxième thème, critique de la mondialisation. Le pays qui l'a quand même inventé, qui en a fixé les règles et qui en a ouvertement profité. Nous avons un candidat qui se présente pour la première fois, je parle évidemment de Donald Trump, comme un candidat anti-mondialisation. Critique de la mondialisation, vertu du protectionnisme, recherche de toutes voies et moyens de remise en cause des grands traités, en particulier de l'ALENA, donc du traité signé par Bill Clinton entre le Canada, les États-Unis, le Canada et le Mexique, dans le but de relocaliser. Sa volonté également de renégocier un certain nombre de déséquilibres commerciaux avec un certain nombre de pays, en particulier la Chine et l'Europe occidentale. Et puis, comment dirais-je, sur l'essence même, le sentiment avec Trump que
c'en est un peu fini de la mondialisation heureuse et qu'aujourd'hui, il faut se protéger pour protéger les emplois. Pour protéger les emplois, pour protéger les travailleurs américains et pour se protéger d'une certaine manière du monde qui nous entoure et qui est un monde devenu incompréhensible, hostile, dangereux, potentiellement. Deuxième thème. Troisième thème, remise en cause du politiquement correct. Encore une fois, dans le pays qu'on a inventé les règles. Quand vous avez, vous vous souvenez sans doute du premier débat des Républicains, c'était au mois de, je crois que c'est au mois de septembre, au mois d'août 2015, où il y a Megyn Kelly qui apostrophe Donald Trump en disant « Mais vous avez vu quand on parlait des femmes? Les femmes sont des cochons, les femmes sont moches, etc. Est-ce que vous pensez vraiment que vous allez pouvoir vous faire élire en étant aussi critique vis-à-vis des femmes ?» Et qu'est-ce qu'il répond sous forme de pirouette? Il dit « Mais le problème n'est pas ce que je dis des femmes. Le problème est qu'en Amérique, on n'a plus le droit de rien dire. Le problème est qu'en Amérique, on n'a plus le droit de nommer les choses. Qu'on est étouffé. Alors, ça ne satisfera peut-être pas les femmes. C'est en particulier celles qui sont ici. Elles trouveront peut-être la défense un petit peu faiblarde. Mais ça a quand même déclenché quelque chose, en tout cas auprès d'une partie de l'opinion publique américaine, qui est le sentiment que oui, on est corseté, on ne peut plus appeler un chat, et on est d'une certaine manière dans l'incapacité de dire les mots. Ce qui explique d'ailleurs le succès de Donald Trump, c'est cette transgression, ce sentiment que lui va dire, je ne vais pas reprendre la formule que vous connaissez tous, dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, mais c'est un peu l'idée en tout cas que lui va s'affranchir des codes sémantiques de la politique américaine pour parler au peuple. Ce qui est terrible, c'est que Ted Cruz était probablement celui qui pouvait le mieux parler à la droite américaine. Mais la droite américaine, elle a entendu Donald Trump parce qu'il avait le langage, parce qu'il avait les mots, parce qu'il avait trouvé les mots. Et que c'est très intéressant de voir de quelle manière il a utilisé les mots pour s'attirer à lui des gens qui, normalement, n'auraient jamais dû se retrouver à voter pour quelqu'un qui représente, qui est autant éloigné des codes du candidat idéal de la droite républicaine aux États-Unis. Marié 3 fois, à une top modèle de 25 ans sa cadette, au langage pas vraiment plutôt fleuri, qui était inscrite comme démocrate dans les années 2000, qui a financé la campagne d'Hillary Clinton quand elle est devenue sénatrice de l'État de New York. Quand même le portrait robot du type qui ne peut absolument pas remporter la nomination du Parti républicain. Et ben, il l'a emporté. Et c'est intéressant de se poser la question du pourquoi il l'emporte. Et il l'emporte du fait des thèmes qu'il a réussi à imposer dans la campagne américaine. C'est ça qui est intéressant. On verra ensuite comment du côté des démocrates ça s'est passé également. Donc le troisième point, c'est la remise en cause du politiquement correct. Le quatrième point, qui est un peu plus classique, mais là encore, comme pour l'immigration, on va au-delà des limites, c'est la critique des élites. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Ça va me permettre d'aller plus vite, de terminer plus tôt. Donc je vous remercie beaucoup. Alors, la critique de Washington, c'est un récurrent de la politique américaine depuis toujours. Une critique Washington qui ne comprend rien, qui est totalement déconnecté des réalités. Mais là aussi, on a eu chez Donald Trump une critique des élites économiques et de Wall Street en particulier. Donald Trump va s'opposer, ou plutôt être en parfaite asymétrie avec la doctrine libérale, au sens européen du terme, économique classique des républicains. Lui, il est pour une hausse d'impôts des classes supérieures. Lui, il est pour ne pas forcément en revenir à une protection systématique des hauts revenus. Et puis je vais aller plus loin dans le domaine social, dans le domaine sociétal. Il s'est montré plutôt favorable au mariage homosexuel. Il a toujours plus ou moins envoyé des signaux aux LGBT. Enfin, c'est un New-Yorkais. Il ne faut pas oublier que c'est d'abord un New-Yorkais.
D'ailleurs, Ted Cruz l'avait parfaitement identifié. Quand Ted Cruz perd New York pendant la primaire, vous avez ce fameux débat que certains d'entre vous l'ont peut-être vu, où Ted Cruz joue son atout. Et comment il joue son atout? Ben, il traite Donald Trump de New-Yorkais. Et on voit bien ce qu'il entend par là. On sait bien ce qu'il veut dire par New-Yorkais. Donc il prend le risque de perdre New York au moment de la primaire. Mais ce qu'il veut dire, il envoie le message à la droite religieuse républicaine, américaine, en disant « Vous êtes en train de vous faire avoir ». Dans le domaine sociétal, Donald Trump n'est pas un républicain. Et je pense qu'en fait, il a raison. Il a raison. Donald Trump est un morpho-protéiformo-candidat. C'est ce qui le rend redoutable. Alors certains diraient un opportuniste. D'autres diraient qu'il a... je vais rester neutre. D'autres diraient qu'il a senti l'air du temps. Il a du nez. Juste une petite anecdote sur son flair. Vous vous souvenez, je crois que c'était au mois de novembre, il y avait eu ces marins américains qui avaient été arrêtés par la marine iranienne dans les eaux territoriales. On ne sait pas exactement si c'était les eaux territoriales iraniennes ou pas. Enfin, les types ont été pris et ils ont été relâchés quelques jours plus tard. Le débat, l'un des multiples débats républicains a lieu quelques jours après, et à la fin, vous savez, chacun a en guise de conclusion la possibilité de s'exprimer. Et vous avez donc chacun des candidats, en commençant par celui qui est le plus bas dans les sondages jusqu'à celui qui est le plus élevé, qui va effectivement conclure. Et chacun conclut de manière assez classique. Je serai le commandant en chef, nous allons mettre fin aux 8 années de Barack Obama, etc. Et donc le dernier à parler, c'est Donald Trump. Et de quoi parle Donald Trump en guise de conclusion? Eh bien, il va revenir sur l'épisode des marins américains qui ont été faits prisonniers par la marine iranienne. Et il dit: j'ai honte. J'ai honte de me retrouver dans un pays où nos propres marins sont incapables d'être, du moins sont livrés en pâture à nos ennemis iraniens. On voit bien l'impact, on voit bien à quel point il touche juste, on voit bien à quel point, plutôt que de tenir un discours extraordinairement convenu, il va chercher ce qui fait mal, ce qui va triturer la conscience américaine. Parce que on connaît tous suffisamment d'Américains pour savoir que cet épisode-là, c'est un épisode qui a été mal vécu. Forcément, c'est une humiliation. Je ferme la parenthèse. Simplement pour revenir sur le fait que il a un instinct absolument incroyable. Absolument. Donc, dernier point, avant-dernier point sur les thèmes, le déclinisme. Le déclinisme, dans un pays qui est connu pour son optimisme, pour son énergie, est absolument incroyable durant cette campagne. On ne parle que de catastrophes, que de chaos, que de malheur, que de classes moyennes paupérisées, que d'enfants qui vivront moins bien que leurs parents. On a un déclinisme ambiant terrible. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que ce déclinisme est directement lié à l'utilisation des mannes du Parti républicain par Donald Trump. Je parlerai un peu plus de Clinton après. Mais sur Trump, c'est très intéressant parce que ce sont vraiment ces thèmes qu'il a réussi à poser. D'habitude, les républicains, depuis une vingtaine d'années, utilisaient comme mantra Ronald Reagan. On le citait à toutes les sauces. Le fils prodigue, celui qui avait réalisé l'aboutissement de la révolution conservatrice qui avait commencé avec Barry Goldwater au début des années 60, vous avez le grand vainqueur, c'est Ronald Reagan, avec d'une main un libéralisme et une baisse des impôts très forte, et de l'autre main un traditionnalisme dans le domaine sociétal, dans le domaine social, totalement assumé. Bah, ça explose. Qu'est-ce que va citer comme nouveau modèle Donald Trump? Et il le cite lors de son discours de clôture à la convention de Cleveland. Il ne cite pas Ronald Reagan, il va citer Richard Nixon. Il va citer Law and Order. Donc il va citer nommément la campagne du chaos, l'élection de 1968. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit la même chose que Nixon. Il dit, le pays va mal, c'est la catastrophe, il faut un chef, il faut qu'on se rassemble autour de quelqu'un qui ait les moyens de sauver l'Amérique.
le sauveur, c'est moi. La campagne du chaos de 1968, il le reprend, il utilise les mannes du fils maudit, Richard Nixon, et il enterre littéralement. C'est pour ça que moi j'appelle le Trumpisme, le post-conservatisme, c'est pas seulement du populisme, il va bien au-delà. Et même s'il est battu le 8 novembre, je pense que ses idées lui survivront. Qu'un jour un candidat les portera à la Maison Blanche. Ça mettra 4 ans, ça mettra 8 ans, mais je le pense. C'est qu'il enterre le réganisme, il enterre le conservatisme, qui en gros avait débuté depuis une cinquantaine d'années, et met en place autre chose. Un mélange de populisme de droite avec des aspects sociaux et des propositions sociales que Bernie Sanders avait lui-même proposées. C'est là-dessus qu'il est remarquable. Donc on a une campagne sur des thématiques profondément européennes. L'immigration est un sujet en Europe depuis 20 ou 30 ans. La critique de la mondialisation est un sujet depuis au moins 2005, avec le rejet du traité constitutionnel européen par les Français et les Néerlandais. Le Brexit en étant le dernier exemple. Ce que les Wallons ont fait pour tenter de mettre pendant quelques jours en danger le CETA, donc le traité de libre-échange avec les Canadiens, en est un autre exemple. La peur de toute poursuite de perte de souveraineté nationale au profit de quelque chose de totalement inconnu et d'un petit peu qui inspire un petit peu la peur. C'est aussi quelque chose qu'on connaît en Europe depuis très longtemps. La critique du politiquement correct aussi. Le langage transgressif, on le connaît en France depuis Jean-Marie Le Pen. Mais on l'a aujourd'hui auprès d'un certain nombre de dirigeants de la droite dite décomplexée au sein des républicains français. Le déclinisme, on a des penseurs déclinistes à foison. Zemmour, Finkielkraut, j'en oublie probablement. Villiers, voilà, Villiers, etc. Donc on a, et puis les murs, alors le mur, je termine là-dessus sur la partie thématique. Donald Trump qui dit je vais construire un mur entre les États-Unis et le Mexique et c'est les Mexicains qui le financent. Mais des murs en Europe, on en a partout. On en a même à Calais. On en a entre la Grèce et la Macédoine, on en a entre l'Allemagne et l'Autriche, on en a on n'invente rien. Des murs, il y en a partout. Donc, l'européanisation de la campagne américaine, de mon point de vue, elle est patente. Et puis elle est patente, alors je l'ai vu un petit peu, mais je vais aller du côté des démocrates. Elle est également patente sur le profil des candidats. Donald Trump, on vient d'en parler, je passe. Hillary Clinton, elle est le prototype même de ce qui est devenu la gauche européenne. Hillary Clinton, c'est la gauche des campus à l'origine. Elle fait une thèse sur Saul Alinsky. Saul Alinsky, c'est qui? C'est le grand penseur de la gauche radicale dans les années 60. C'est celui qui, si vous voulez, pense la démocratie participative, ou des mouvements comme Nuit debout, comme on l'a pu le voir à Paris. Elle fait une thèse sur lui. Quand on fait une thèse sur quelqu'un, c'est qu'a priori on adhère à ses idées, parce que sinon, travailler pendant des heures et des heures, voire des jours et des jours sur une personne, si on ne partage pas ses idées, c'est compliqué. Et elle s'est recentrée. Aujourd'hui, c'est une social-libérale extrêmement orthodoxe dans le domaine économique. On connaît ses accointances avec les milieux financiers. Vous avez le top 100 de la liste Forbes, vous savez? Vous savez combien, sur la liste des 100, votent pour Donald Trump? Zéro. Les 100 ont soutenu, ont endorsé, comme on dit en mauvais français, Hillary Clinton. Les 100. Entre parenthèses, Donald Trump ne fait plus partie des 100. Il est sorti de la liste. Ça coûte cher une campagne électorale. Donc, aujourd'hui, orthodoxe dans le domaine économique, et puis dans le domaine diplomatique, elle est très interventionniste, beaucoup plus interventionniste que Barack Obama. Souvenons-nous de l'épisode de Damas. Vous savez, quand il se pose la question de savoir si les Américains vont bombarder ou non Damas, à partir du moment où il avait été plus ou moins annoncé que Assad allait gazer une partie de sa population. Et François Hollande voulait bombarder Damas. Barack Obama a trouvé un subterfuge habile
en utilisant le Congrès, donc il n'y a pas eu de bombardement, mais elle était favorable au fait de bombarder Damas. Et d'ailleurs, le changement de secrétariat d'État et l'arrivée de John Kerry au département d'État, a beaucoup amoindri le bras vengeur et interventionniste militaire des Américains. A noter que Barack Obama est le premier président depuis Jimmy Carter à ne pas avoir engagé son pays dans une nouvelle guerre. Il faut le souligner, depuis Jimmy Carter, chaque président américain avait déclenché une nouvelle guerre. Reagan, c'était la Barbade et Grenade et Panama. Bill Clinton, c'était la Somalie et l'ex-Yougoslavie, le Kosovo. Puis les autres, on s'en souvient, c'est pas la peine de le dire. Donc, on a une sociale libérale interventionniste et qui marque cette campagne frappante là-dessus, qui marque sa campagne par une avancée monumentale dans le domaine sociétal. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la campagne d'Hillary Clinton aujourd'hui? C'est la volonté de pousser à l'extrême les droits individuels, de toute une série de segmenter la population américaine et d'octroyer de nouveaux droits à chaque catégorie de population. Ça, c'est l'héritage de la gauche des campus. C'est ce que nous, on connaît en France avec un think tank qui s'appelle, son nom va revenir, Terra Nova. C'est-à-dire qu'on laisse tomber la classe ouvrière, on laisse tomber les classes populaires, on les remplace par un travail efficace sur des catégories segmentées de population que l'on va tenter de satisfaire. Les femmes, les minorités ethniques, les minorités sexuelles, etc. Chacune. Et je vous invite à écouter un discours d'Hillary Clinton dans un groupe de phrases. Elle aura pour chaque catégorie de population un mot. Et c'est très habile. Et ça marche. Segmentation, comme le font un certain nombre d'entreprises, de l'électorat dans le but de le satisfaire. Vous me rappellerez, avant que je termine, de vous parler d'Aristote. Je voudrais terminer par l'anecdote sur Aristote, vous allez rigoler. J'espère que vous allez rigoler. En tout cas, vous allez briller dans l'idée en vie. Donc, on a quelqu'un qui est très classique de ce qu'on connaît dans la gauche européenne, de gouvernement, François Hollande, Matteo Renzi en Italie. C'est du connu. Orthodoxe dans le domaine économique et très interventionniste dans le domaine sociétal. Octroyer de nouveaux droits individuels. Et puis on a l'émergence de la gauche radicale, et je terminerai là-dessus, avec Bernie Sanders. C'est très intéressant, Bernie Sanders. Bernie Sanders, d'habitude, ce qui différenciait la gauche européenne radicale et la gauche américaine radicale, c'était le refus d'accepter l'interventionnisme de l'État. Oui à la régulation et à la lutte contre les inégalités par l'impôt, mais non à l'intervention de la puissance publique, en particulier par l'injection de fonds publics. Le plus grand représentant de la gauche radicale, c'est le linguiste Noam Chomsky, qui a toujours été méprisé par la gauche européenne parce qu'il considérait que la gauche européenne considérait que comme on n'était pas pour l'intervention de l'État, on n'était pas un vrai socialiste. Parce qu'on est étatiste dans la gauche européenne, on est interventionniste, l'État-providence à plein, l'État qui prend de plus en plus de place dans l'économie. Et Noam Chomsky disait non, la gauche radicale américaine se différencie de la gauche radicale européenne par le fait que oui à la lutte contre les inégalités par l'impôt, mais non à l'intervention publique. Eh bien, Bernie Sanders casse cela et se déclare en faveur de l'intervention de l'État, en faveur de l'injection de l'argent public. C'est-à-dire que le plan d'Obama au début des années 2008, où il injecte 787 milliards de dollars dans l'économie américaine, Bernie Sanders trouve ça très bien, et il en aurait rajouté. Donc on est dans un interventionnisme étatique, dans une étatisation, les plus méchants diraient dans une socialisation de la société américaine, et Bernie Sanders accepte totalement. Donc on est en rupture. On a un candidat vraiment socialiste avec Bernie Sanders, pas faussement socialiste, mais socialiste au sens européen du terme. Mélenchon. Mélenchon.
Alors qu'on avait une vraie différence entre la gauche européenne et la gauche américaine. Maintenant, on ne l'a plus. Hausse du SMIC, lutte contre la bulle du prêt étudiant. Obamacare, il faut continuer, il faut aller plus loin. Socialiste, croyant et pratiquant. On n'a plus rien à voir avec la gauche américaine classique. Donc, j'ai été un peu long, pardonnez-moi, mais on a des thèmes, on a des acteurs qui sont ce que l'on connaît en Europe depuis 15 ou 20 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que l'Amérique est confrontée aux mêmes difficultés que l'Europe occidentale en particulier, à cause et équivalente, tentative de réponse équivalente. Donc l'offre politique a tendance à se rapprocher des deux côtés de l'Atlantique, puisqu'on est confronté aux mêmes difficultés. La crise de la mondialisation touche aujourd'hui autant les Européens que les Américains. Et donc les tentatives de réponse sont les mêmes. On a des gémelléités entre les candidatures. Trump, on va le retrouver chez un certain nombre de leaders européens, Orban, un certain nombre, peut-être Marine Le Pen, certaines personnalités des Républicains. Il y avait eu Berlusconi à l'époque. Hillary Clinton, on vient d'en parler, Bernie Sanders également. Donc on a des tentatives équivalentes de réponse parce qu'on a aujourd'hui les mêmes problèmes. Et tant qu'on aura les mêmes problèmes, on aura des tentatives de réponse ou d'offres politiques qui seront équivalentes. Voilà. Et je termine par Aristote. Si vous arrivez à mettre Donald Trump et Aristote dans la même phrase, vous gagnez votre place de choix dans les dîners en ville, vous serez écouté, tout le monde va dire « Waouh, super ». Il y en a peut-être un certain nombre d'entre vous qui suivent les deux candidats, Clinton et Trump, sur les réseaux sociaux. Le réseau social de Donald Trump, enfin en tout cas sa signature sur Twitter, c'est « Real Donald Trump ». Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, mais je vous invite à aller voir. 80% des tweets de Donald Trump sont construits sur le modèle du triptyque d'Aristote. Tout ça pour dire qu'il est beaucoup moins stupide et beaucoup moins bête et beaucoup moins mal préparé qu'on veut bien le dire. Qu'est-ce que c'est que le triptyque d'Aristote? Il subdivise ses tweets en trois parties. La première partie, il va énoncer un fait. Le logos. Il va énoncer un fait. Première partie de la phrase. Et je vous invite vraiment à regarder, pas me croire sur parole, mais à jeter un œil sur ses tweets. Première partie de phrase, il va énoncer un fait. Par exemple, des soldats américains se sont fait tuer en Irak, en Afghanistan. Fait. Deuxième partie de la phrase, crédibilisation de la première partie, c'est-à-dire du fait. L'éthos. L'éthos, crédibiliser le logos. Donc, il va trouver, par exemple, quelque chose pour dire ils étaient mal équipés, ils sont mal dirigés. Je vais crédibiliser la première partie de la phrase. Et comme c'est Donald Trump, la troisième partie de la phrase, c'est le ciment qui va rendre redoutable le tweet. C'est l'émotionnel, c'est le pathos. Et c'est ça qui va rendre absolument redoutable son arme, ses tweets, et qui va le faire exploser dans les sondages. Logos, ethos, pathos. Et vous avez une arme redoutable qui l'a fait absolument exploser pour une raison fort simple, c'est que, comme il marque, les médias ne peuvent pas faire autrement que de parler de ses propres saillies par les réseaux sociaux. Et donc, il est toujours au centre de l'attention. C'est un principe qu'on connaît bien en politique, c'est à partir du moment où vous êtes au centre de l'attention, à partir du moment où vos thèmes sont les thèmes de prédilection, à partir du moment où vos opposants sont obligés de réagir à ce que vous dites, et vous avez gagné. Vous avez gagné. Parce qu'on est obligé de se définir, de se positionner par rapport à vous. C'est vous qui tenez la barre. Ce que Nicolas Sarkozy avait très bien fait en 2007, par exemple. Qui réussit apparemment un tout petit peu moins bien là, mais c'est un autre problème. Mais Donald Trump a parfaitement réalisé ce coup-là. Donc, et je terminerai là sur un dernier point, parce que c'est important concernant Donald Trump. Donald Trump, Hillary Clinton s'est beaucoup inspiré de la gauche des campus, donc cette segmentation
de la population américaine pour parler à chaque élément de cette population. Donald Trump, lui, il a fait sienne les thèses de l'alt-right. Qu'est-ce que c'est que l'alt-right? Enfin, de la droite alternative. C'est de considérer qu'on peut encore gagner une élection en focalisant uniquement sur la population blanche. Donc il fait une campagne identitaire. Mais c'est pas le premier à l'avoir fait. Celui qui l'avait fait avant lui, c'est Richard Nixon. Avec la Southern Strategy. Qu'est-ce que c'est que la Southern Strategy? C'est de prendre en compte le vote des droits civiques, de calculer que désormais l'électorat noir, à peu près 11% de la population, va basculer des républicains depuis l'abolition de l'esclavage 1865 vers les démocrates, et que donc les républicains, pour survivre dans le vote sudiste, doivent absolument récupérer le vote des blancs. Et c'est ce que Nixon fait. Et il va gagner en récupérant le vote des blancs. Eh bien, Trump fait la même chose, il mène une campagne identitaire. On verra dans quelques jours si elle fonctionne. Et en tout cas, il a une stratégie. On pourra en penser ce qu'on veut, mais je termine dans mon livre en expliquant que même s'il est battu le 8 novembre, ses idées lui survivront parce que le parti républicain a explosé. Explosé. Le candidat du parti républicain, c'était Jeb Bush. Il n'a pas survécu Super Tuesday. Il est mort. L'ADN idéologique du parti républicain est mort. Et du côté du parti démocrate, ils ne sont pas en meilleure santé parce que la faculté de Bernie Sanders de tenir aussi longtemps face à Hillary Clinton démontre que même au sein du parti démocrate, que l'on ait une frange aussi importante de la population qui continue à soutenir un socialisme radical comme Bernie Sanders démontre qu'il y a un gros malaise. Vous avez plus de jeunes de 18 à 25 ans, et là vraiment je termine, de 18 à 25 ans qui ont voté pour Bernie Sanders que de jeunes qui ont voté pour Barack Obama, pour Hillary Clinton et pour Donald Trump réunis. Cette population qui a beaucoup de mal à voter. Donc voilà, je vous invite à lire mon livre parce que vous comprendrez bien mieux ce que j'essaie d'expliquer. En tout cas, merci de votre attention.